Pour comprendre les objectifs des réformes foncières en Afrique de l'Ouest, je pense qu'il faut prendre au moins trois éléments. Le premier élément, c'est que nous sommes en Afrique de l'Ouest dans des pays où on a traditionnellement une gestion coutumière du foncier qui est gérée par des familles et par des communautés. Avec la colonisation et après l'indépendance, on a introduit le droit positif, mais malgré tout, on a une dualité des régimes juridiques. La deuxième chose qu'il faut comprendre avant de parler des réformes, c'est que nous avons une agriculture, ceux qui possèdent ces terres-là ont une agriculture de type familial qui est marquée par une faible productivité et ça interroge comment faire pour accroître la productivité agricole dans un contexte où on a un accroissement démographique assez important. Le troisième élément, c'est que nos États en Afrique de l'Ouest sont quand même appuyés par des bailleurs de fonds qui ont engagé une politique de libéralisation pour favoriser l'accès des investisseurs au niveau de l'agriculture. Je crois que ce sont ces trois éléments-là qui expliquent les réformes foncières à travers lesquelles les États essayent, d'accroître leur pouvoir et leur mainmise sur les terres et de formaliser à travers de nouveaux modes d'acquisition de la terre les droits de propriété. Donc, sous ce rapport-là, on voit tout de suite les enjeux qu'il y a entre les besoins que vivent les États qui sont liés par rapport au système foncier traditionnel, d'une part, le déverrouillage de ce système-là pour promouvoir la productivité, une productivité accrue de la terre. Ce qu'on constate, c'est que les réformes foncières qui sont mises en œuvre de manière non concertée font l'objet d'opposition et de contestation de la part des communautés à la base, des organisations civiles agricoles. Parce que ces organisations-là défendent, dans une certaine mesure, les propriétés familiales, l'exploitation agricole familiale, et craignent une dépossession de leurs terres à travers les choses qui sont mises en œuvre dans les réformes, qu'il s'agisse d'une formalisation, dont ils pensent que c'est des prémices pour la perte de la terre au profit du domaine de l'État. Et ces contestations-là retardent souvent la mise en œuvre de ces législations foncières lorsqu'elles sont prises. Mais il y a un autre élément qui retarde leur mise en œuvre effective, c'est que les moyens et les programmes qui accompagnent ces réformes en termes de formalisation et en termes de cadastre coûtent relativement cher. Et souvent, ils sont accompagnés par des bailleurs de fonds qui ne peuvent pas, dans la durée, continuer à les financer. La gestion du foncier et l'organisation familiale ou communautaire constituent les fondements des sociétés dans nos régions en Afrique de l'Ouest. Et lorsqu'on s'attaque à ce foncier-là de manière inconsidérée ou sans concertation, on lézarde les murs, on ébranle la société dans toutes ses dimensions. D'autant plus que la plupart de ces sociétés sont des sociétés patriarcales et matrimoniales. Et la position de l'individu, la situation de l'individu est définie dans sa position dans la famille. Les aînés dépendent des anciens. D'autre part, les femmes ont moins accès aux ressources foncières, sauf dans des cas vraiment particuliers, en cas de veuvage, ou dans des sociétés qu'on dit acéphales. Et là, les propriétés foncières sont des propriétés collectives, indivises, qui sont gérées par l'aîné, le doyen de la famille, qui en assure la redistribution aux membres de la famille, surtout hommes, lorsqu'ils se marient. Mais comme toutes les familles n'ont pas de terre,
Et comme toutes les familles qui ont des terres n'ont pas les moyens de les mettre en valeur, il s'est mis en place un certain nombre de mécanismes qui médiatisent l'accès de ceux qui n'ont pas de terre à la terre. Ces formes d'accès, ça peut être une location de courte ou de longue durée, pour une saison ou pour plusieurs années. Ça peut être du métayage, qu'on connaît en France. Ça peut être de la location, ça peut être des prêts. Et ces formes qui médiatisent l'accès des non-possédants à la terre font que certains anthropologues ont pu dire en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de gens qui sont sans terre en termes de possession, mais il y a très peu de gens qui n'ont pas accès à la terre. Ces questions ne sont pas souvent prises en compte parce que du fait de cette médiatisation-là, sur une terre donnée, on peut avoir la superposition de différents droits. Le droit de celui qui possède, le droit de celui à qui on a loué, le droit de celui qui a loué à un métayer, etc. Donc ça, c'est un enjeu extrêmement important par rapport à la modernisation du droit foncier et ultérieurement par rapport à la titrisation ou à la formalisation. Donc c'est un enjeu extrêmement important. Le poids de ce régime dans la société qui en fait un fondement qu'on risque d'ébranler et la superposition de droits qui est souvent ignorée dans ces réformes-là. Je crois que la première chose à faire, c'est de faire la différence entre réforme foncière et politique foncière. Lorsqu'on parle de réforme foncière, on est situé dans la situation de promulgation de textes, d'ajustement de textes. On est dans du registre du droit assez simple comme moi, je ne suis pas juriste, c'est comme ça que je le dis. Alors que la politique foncière, elle est beaucoup plus complexe parce qu'elle doit permettre de définir la ligne directrice d'un État, ligne directrice pour la gestion, la gouvernance de l'ensemble de ce qui concerne la gestion foncière. Et cette gestion foncière, puisque la terre est le support d'activités agricoles, de pêche, de foresterie, etc., et qu'il y a beaucoup d'enjeux, cette gestion foncière, elle est multidimensionnelle. Et cette multidimension doit être prise en compte par la politique foncière qui doit précéder la réforme foncière. Les conditions de sécurisation et d'exploitation des terres doivent faire la différence entre ce qui est activité agricole, au sens de production végétale, et ce qui est du domaine du pastoralisme. Dans le cadre de l'activité agricole, on peut sécuriser sous une forme ou une autre les terres parce qu'on est dans des situations de personnes sédentaires. Et le système traditionnel reconnaissait ça, mais il y a également l'autre dimension qui concerne les populations d'éleveurs. Si le système traditionnel reconnaissait des droits à des familles et à des communautés pour l'exploitation agricole, elle reconnaissait aussi des droits sur les communs, les ressources partagées. Mais la sécurisation foncière des exploitations agricoles, ça veut dire faire de sorte que les exploitants agricoles ne se sentent pas menacés dans la possession, dans la jouissance et dans l'exploitation de leurs terres. On peut sécuriser de différentes manières selon les expériences qu'on a. On a des titres, on a des actes de possession, on a des conventions, etc., etc. Donc, ça dépend des États. Mais ce qui est important de dire, c'est que cette sécurisation n'a pas d'intérêt pour les exploitations familiales si elle n'est pas assortie de conditions qui permettent aux populations de mettre en valeur ces terres-là. Je ne dis pas qu'il faut leur donner de l'argent pour acheter des engrais, des semences, etc. Ça veut dire que les politiques publiques du développement agricole doivent permettre aux gens d'accéder à des mécanismes financiers adaptés qui leur permettent de satisfaire les besoins pour mettre en valeur ces terres-là. Et aujourd'hui, cette question, elle se pose dans les options de politique agricole articulées aux politiques foncières, de savoir quel est le choix de développement agricole qu'on fait. Est-ce qu'on valorise ou on avantage les exploitations agricoles, auquel cas il y a des incidences par rapport à ce que j'ai dit, ou est-ce qu'on veut promouvoir les investisseurs privés? Et là, on est sur une autre question.